Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je comptais faire une review de AEW Dynamite, mais après avoir regardé le show, je me suis dit, à ce point-là, qui en a à foutre, quoi. Parce que, voilà, je vais juste répéter le fait que, AEW Dynamite craint. Et voilà, quoi, genre, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi, donc... Tant qu'il y a encore ces problèmes, AEW, ou même dans le catch en général, mais les shows vont continuer à être éclatés, quoi. Il y a des chances que des shows soient plus décents, mais il y aura encore les mêmes problèmes. Donc voilà. Je vais parler d'autre chose, et je vais faire une rétrospective par rapport à la WWE en 2017. Et en fait, cette idée m'est venue d'un show que j'avais regardé de Raw, celui d'après SummerSlam 2017. Et ce Raw, en fait, je l'ai regardé en entier et je me suis dit, bon sang de bois, c'était un bon show. C'était littéralement un excellent show. Bon, peut-être j'abuse par rapport à toute la merde que j'ai vue ces temps-ci avec Raw et SmackDown et AEW, et peut-être mes standards sont beaucoup plus bas à force de regarder de la merde. Mais c'était un bon show. Et en fait, ça m'a fait réaliser, en fait, que l'entièreté de l'année 2017 à la WWE, c'était une très bonne année, en fait. Parce que je me souviens d'un coup de plein de bons moments qui se sont passés. Bon, il y en a eu des mauvais, hein, je tiens à le préciser quand même. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une rétrospective de toute l'année 2017 à la WWE? Parce que franchement, il y a de quoi dire, hein. Parce que j'entends sur internet des gens qui disent, ah, l'année 2016 c'était la dernière bonne année de la WWE. Et je suis en mode en fait, ouais, l'année 2016 était quand même une bonne année en soi à la WWE. Mais les gens ont tendance à jeter l'année 2017, l'oublier, ou même la considérer mauvaise, à cause de raisons stupides en fait. Parce que, Goldberg a battu Kevin Owens, bref, ça on y revient par après. Et du coup, les gens mettent l'année 2017 dans le même sac que 2018, où ça a commencé vraiment à décliner, et 2019. Bon, 2020, on le met pas vraiment dans le même paquet parce qu'il y a eu Covid. Et puis après, 2021, c'était la Thunderdome Era. Et 2022, ça redevenait un peu plus décent. Puis après, Triple H a pris la charge et c'est devenu l'enfer. Mais bref. Donc du coup, commençons cette rétrospective de l'année 2017 à la WWE. Je tiens aussi à préciser que c'est le moment où j'ai recommencé à regarder le catch. Après une assez longue période où j'avais arrêté un peu de regarder le catch. Et du coup, je suis revenu pile vers le début de l'année, en tout cas. J'avais manqué le Royal Rumble, si je me trompe pas. Mais en tout cas, je suis revenu vers la route vers WrestleMania, quoi. Et j'ai dû rattraper le Royal Rumble, que j'avais manqué. Et le Royal Rumble, c'était quand même un bon show. Déjà, le Royal Rumble 2017, il y a eu le fameux John Cena contre AJ Styles. Pas celui qui s'est passé à Crown Jewel, hein, dont je suis un peu difficile avec, mais celui du Royal Rumble 2017, qui a duré, si je me trompe pas, un truc comme 30 minutes, et qui a été une masterpiece. C'était une masterclass, ce match. L'un des points intéressants en plus dans le match entre Cena et AJ Styles, c'est qu'ils ont même pas quitté le ring une seule fois durant l'entièreté du match. Ce qui est quand même incroyable, vu que toute l'action se passait dans le ring. Et du coup, AJ Styles défendait son championnat de la WWE face à John Cena. Et c'est là où John Cena est devenu 16 fois champion du monde. Et du coup, a égalé le record de Ric Flair, quoi. Donc c'était quand même un moment assez mémorable, parce que c'était John Cena qui devenait pour la 16e fois champion du monde. Pour moi, clairement, c'est l'un des meilleurs affrontements qu'il y a eu entre les deux. Bon, je préfère quand même celui de SummerSlam 2016, mais en tout cas, il est second. Il est en seconde place, hein, en tout cas, ce match de Royal Rumble. Si on passe après dans les autres matchs de la carte, ouais, bon, c'est pas trop folichon, hein. Il y a eu Charlotte Flair qui défend le titre face à Bayley, elle se affronte après à Fastlane. Il y a eu Kevin Owens qui bat Roman Reigns. Ouais, Kevin Owens était champion universel, hein, le seul run de champion du monde qu'il a eu à la WWE. Et du coup, il a battu Roman Reigns dans un Shark-Proof Cage
où Chris Jericho il était suspendu en haut d'une cage comme ça. Et c'était un match sans disqualification entre Roman Reigns. Le match il était quand même bon, j'ai quand même bien aimé le match. Euh, Il y avait une histoire avec Chris Jericho et Kevin Owens, avec une sorte d'amitié qui commençait à se créer entre les deux. Ils devenaient les meilleurs amis. Il y avait Sami Zayn qui était délaissé par rapport à ça. Et il était arrangé du côté de Roman Reigns et Seth Rollins. Et du coup, Sami Zayn, il essayait de faire le Shield avec Rollins et Reigns. Mais genre, il voulait pas parce que c'était Sami Zayn, quoi. Donc, c'était un peu intéressant. C'était quand même une très bonne dynamique. Et il y avait aussi Braun Strowman qui était en feud avec Roman Reigns et qui voulait le tuer, quoi. On y revient par après. On y revient par après. Roman Reigns et Braun Strowman. Et du coup, il y a aussi le championnat Cruiserweight qui était défendu. Neville qui devient champion Cruiserweight et qui s'établit en tant que le roi des Cruiserweight à ce moment-là. Bref, j'ai pas trop suivi ce qui se passait à 205 Live. À part quand Enzo il est arrivé là-bas. On y revient encore une fois plus tard. Et le Royal Rumble que Orton a gagné en éliminant Roman Reigns. J'ai pas trop vu venir le fait que Orton gagne le match. C'était un bon Rumble, à mon propre opinion, vu qu'il y a eu Undertaker, Brock Lesnar, Goldberg, qui ont face-off dans le ring, c'était quand même bien. Il y a aussi eu Roman Reigns qui avait éliminé Undertaker. Du coup, ça a teasé le fait qu'ils allaient s'affronter à WrestleMania 33. On y revient encore à ça aussi. Et du coup, ouais, Orton a gagné le Rumble. Il choisit qui il va affronter à WrestleMania. Et du coup, il va choisir par après John Cena, bref, qui était champion du monde encore à ce moment-là. Et c'est la fin du Royal Rumble. Donc le Rumble était quand même un assez bon show, hein, à mon propre opinion. Et du coup, par la suite, dans l'Elimination Chamber de 2017, c'était quand il y avait le brand split. Donc du coup, l'Elimination Chamber, en fait, il y avait que la brand de SmackDown qui avait droit à ce pay-per-view. Et du coup, pour Fastlane, par après, il y avait que la brand de Raw qui était exclusive à ce pay-per-view. Et du coup, il y avait encore cette idée de brand split qui était établie. Et qui était legit, hein. Au comparé à ce qu'on a là maintenant avec Jey Uso ou Jim Uso qui peuvent aller de Raw à SmackDown comme ils veulent, bref. Là, c'était beaucoup plus strict, quoi. Bref, du coup, dans Elimination Chamber, il y a eu le Elimination Chamber match. Donc, je vais pas parler du reste de la carte parce que, genre, c'est des matchs aléatoires comme Kalisto et Apollo Crews qui battent Dolph Ziggler, quoi, dans un match handicap. Qui s'en rappelle, ouais, super. Et du coup, le match Elimination Chamber a eu AJ Styles, John Cena qui défend son titre, The Miz, Dean Ambrose et Baron Corbin et Bray Wyatt dans un Elimination Chamber match pour savoir qui allait affronter Randy Orton à WrestleMania 33. Et du coup, Bray Wyatt a gagné le match parce que il était déjà en feud avec Orton à ce moment-là, avec Orton qui rejoint la Wyatt Family, puis après Orton qui trahit la Wyatt Family et la détruit de l'intérieur, bref. Il y avait tout ce tralali avec Bray Wyatt et Randy Orton, j'étais pas embarqué du tout par rapport à cette feud. Donc voilà quoi. Là c'est le championnat de la WWE qui est en jeu dans cette feud. Donc j'étais en mode est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce titre soit en jeu pour Orton contre Bray Wyatt? Bref. Et du coup, on vient à Fastlane, vite fait. Donc à Fastlane, il y avait Roman Reigns qui affronte Braun Strowman. Et c'était un excellent match, hein, ce match, je me rappelle. Et Roman Reigns avait battu clean Braun Strowman. Bref. Et il y avait aussi le main event dont tout le monde se plaint. Goldberg qui bat Kevin Owens pour le championnat universel en 22 secondes. Tout le monde est en mode oh, Goldberg a enterré Kevin Owens. Moi j'étais en mode oh putain c'est fantastique. Ça veut dire qu'on aura Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania. Parce que le run de Kevin Owens c'était littéralement juste une perte de temps quoi. Donc j'étais en mode ah super enfin on retire le championnat universel de Kevin Owens. On le donne à un vrai catcheur Goldberg. Donc voilà. Goldberg, il bat Kevin Owens clean en 22 secondes après une intervention de Chris Jericho. Et du coup, Goldberg devient champion universel. Je suis tout content parce que je suis en mode Brock Lesnar, il pourra reprendre sa revanche face à Goldberg qu'il avait squash à Survivor Series 2016 en 3 minutes, je sais plus quoi, bref. Et du coup, on aura ce match, quoi. Comme ça, Jericho et Kevin Owens
peuvent s'affronter pour le championnat mid-card parce que c'est littéralement leur place. Hein. J'aime bien Jericho, hein, mais c'est un mid-carder hein, face à Brock Lesnar et Goldberg, soyons honnêtes, quoi. Ah ouais, et je vais pas parler d'NXT, hein. Je tiens à le préciser, hein, je vais pas parler de NXT Noir et Or. Genre, je regardais pas ça et... Genre, la première fois que j'avais vu un match, j'étais en mode Johnny Gargano, Andrade, j'étais en mode what the fuck, c'est quoi ça? Bref. Et du coup, WrestleMania 33. Déjà, WrestleMania 33, de mes souvenirs, c'était quand même un assez bon WrestleMania. Malgré le fait que le finish était quand même assez controversé, mais bref. Pour moi, il y a quand même plein de choses à dire. Déjà, premièrement, WrestleMania 33, pour moi, a le meilleur stage d'entrée de tous les temps. Et genre, il n'y a même pas débat pour moi. Il n'y a même pas débat. Tu peux me montrer n'importe quelle arène de n'importe quel show de la WWE, en n'importe quelle ère, année, bref. Pour moi, WrestleMania 33, il les tabasse tous. Genre, ça avait vraiment l'air, en fait, d'être un méga show, en fait. Ça avait l'air d'être, genre, un show futuristique. Genre, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, ça avait l'air d'être le plus gros show de tous les temps, quoi. Genre, je dis vraiment big up hein, pour les gens qui ont fait l'arène, parce que, franchement, il y a eu clairement un méga effort hein, dans le concept de cette arène. Et du coup, on passe au match. Il y a eu des matchs dans le pré-show. Il y avait eu Neville contre Austin Harris, qui en a à foutre. Mojo Rawley a gagné la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, qui en a à foutre. Dean Ambrose défend le championnat intercontinental contre Baron Corbin. C'est dans le pré-show. Waouh. Et puis après, l'opener, c'était AJ Styles contre Shane McMahon. Et ce match, il est extrêmement sous-coté. Faut vraiment revoir ce match parce que ce match, il était incroyable. Ce match, vraiment, il y a eu genre des moves qui ont été faits. J'étais en mode, comment Shane McMahon il fait pour faire des prises pareilles à cet âge? Genre, il avait genre 50 à ce moment-là. Et c'était pas comme si, genre, AJ Styles il était en train de lever Shane McMahon pendant l'entièreté du match. Genre, c'était un match qui était vraiment très bon, en fait. Parce que, genre, Shane McMahon, il enchaînait des shooting star press, il enchaînait des soumissions, il enchaînait des trucs comme ça, de malade comme ça. Il était en mode, putain, en fait, Shane McMahon, il est extrêmement sous-coté, en fait, en tant que catcheur. Parce que Shane McMahon, en fait, c'est quand même le fils du patron, en fait. Il a littéralement même pas besoin de faire ça. Mais en fait, il a choisi de être dans l'écran et aussi participer dans le show, embarquer le public et aussi donner un show aux fans. Et là, en fait, il nous claque un des meilleurs matchs du show avec l'un des meilleurs catcheurs AJ Styles, en fait. Donc ce match était vraiment excellent, à mon propre opinion, parce qu'il m'a embarqué du début jusqu'à la fin. Et puis AJ Styles, il a battu bien sûr Shane McMahon en le faisant... Je sais plus ce qu'il avait fait, je pense qu'il avait fait un Phenomenal Forum ou un Styles Clash, bref. Et en tout cas, il a gagné le match. Et après, par la suite, il y a eu Kevin Owens qui bat Chris Jericho pour le championnat US, super, qu'il y en a à faire. Puis après, Bayley qui devient... Non, qui conserve le titre féminin de Raw. Parce que Bayley avait affronté Charlotte Flair une seconde fois à Fastlane. Elle l'avait battue pour le titre cette fois-ci. Et du coup, elle défendait cette fois-ci le championnat féminin de Raw face à Charlotte Flair, Sasha Banks et Nia Jax. Et elle a conservé le titre dans ce Fatal 4-Way élimination. Voilà. Puis après, il y a eu le three-way ladder match pour les championnats par équipe de Raw, avec Luke Gallows, The Club, qui défendait les titres face à Enzo Amore et Big Cass, qui s'en rappelle cette équipe, et The Bar, Cesaro et Sheamus. Mais il y a une addition d'une autre équipe que le New Day annonce, et c'est le retour des Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy. J'étais excité par rapport à ça, parce que j'étais en mode, Jeff Hardy est de retour à la WWE, les Hardy Boys sont de retour à la WWE, putain, ça ouvre les portes à plein de trucs dans le futur. Et bref, après, Jeff et Matt Hardy font le match, et Jeff Hardy qui a fait, bien sûr, hein, une Swanton Bomb d'une haut d'une échelle, hein, et du coup, les Hardy Boys deviennent champions par équipe de Raw. Très beau moment. Puis après, on va encore parler d'un autre bon moment. John Cena et Nikki Bella qui battent The Miz et Maryse. Ouais, c'était un match qui était là pour donner après un WrestleMania moment. John Cena qui propose à Nikki Bella. Très beau moment, hein, si tu regardes juste le moment par rapport à ce qui s'est passé là, à cet instant, et par rapport à ce qui s'est passé par après. Mais en tout cas, ça a donné un feel-good moment pour ce WrestleMania. Puis après,
il y a eu Seth Rollins qui bat Triple H dans un No Section match. Je me rappelle cette feud avec Rollins et Triple H. C'est juste Triple H qui est en train de enterrer Seth Rollins au micro. Je me rappelle genre de la signature du contrat pour le match. Seth Rollins était en béquille comme ça. Et genre Triple H était en train de l'enterrer au micro. Il était en train d'enterrer Seth Rollins au micro en fait. Et je suis en mode, Triple H c'est jamais le type qui enterrait les gens au micro en fait. Genre la seule fois où Triple H a enterré quelqu'un au micro, c'était genre peut-être Booker T, mais genre ça c'est juste parce qu'il n'a pas gagné à WrestleMania 19. Ou sinon, Stephanie McMahon, mais genre t'avais déjà The Rock ou Chris Jericho pour venir l'enterrer au micro avec elle qui fait une expression choquée à chaque fois. Et il le faisait mieux que Triple H. Bon après je vais quand même donner crédit à Triple H pour cette promo avec le Grand Canyon. Ça c'était une bonne promo ça. Mais bref. Ce que je veux dire, c'est que Triple H n'était jamais le gars à enterrer les gens au micro, en fait. Et là, il enterre Seth Rollins en promo, et je suis en mode... Putain, ça montre juste que Seth Rollins est l'inférieur de Triple H en tout, en fait. Et du coup, Seth Rollins, il bat Triple H, et je suis en train de me dire... Putain, même Triple H, à ce moment-là, en fait, en 2017, il avait l'air quand même supérieur à Seth Rollins. Mais voilà, bref. Un peu après, par la suite, il y a l'horrible Randy Orton contre Bray Wyatt pour le championnat de la WWE. Ce match était atroce. Il n'y avait aucune raison que le championnat de la WWE soit impliqué dans ce match. Et Orton bat Bray Wyatt. Et en plus, il y avait le truc là, avec des lumières qui projettent dans le ring, des insectes et des vers. Bref, c'était trop stupide ce truc. Ça m'a vraiment énervé ce truc, mais bref, voilà. Du coup, après, il y a Brock Lesnar qui bat Goldberg pour le championnat universel. Ce match il était excellent en fait. Il était vraiment trop bon ce match. Parce que ce match, en fait, il était construit d'une manière où, genre, Brock Lesnar et Goldberg avaient 3 finishers au début du match. Comme quand tu joues sur 2K, en fait. Et genre, ils enchaînaient finisher après finisher, ils perdaient pas de temps. Et genre, ça nous donnait de l'action continue, sans perdre de temps, et t'étais embarqué directement dès le début du match. Et du coup, Brock Lesnar, il a battu Goldberg, ce qui était en plus la première défaite clean de Goldberg de sa carrière, hein. Et ça va mener au méga règne de Brock Lesnar en tant que champion universel durant toute la suite de l'année 2017. En fait, c'est un match qui m'a fait aussi rappeler par la suite le match qu'on a eu à Day One avec Brock Lesnar, Rollins, Kevin Owens, Big E et Bobby Lashley dans le 5-way pour le championnat de la WWE. Donc les deux c'était des courts matchs où genre il y avait juste de l'action non-stop en fait. Durant tout le match, j'étais embarqué du début jusqu'à la fin. Donc j'ai quand même bien aimé ça. Puis après, il y a un six-pack challenge pour le championnat féminin de SmackDown. Naomi devient championne SmackDown. Cool, super, j'imagine. Puis après, il y a le match Roman Reigns contre Undertaker, qui est un match assez triste, hein, pour être honnête. C'était assez long. Le finish, Undertaker, il arrivait à peine à porter Roman Reigns pour faire sa tombstone. Puis après, Roman Reigns, il a terminé un peu cette horreur en faisant un spear sur Undertaker. Et il a battu l'Undertaker à WrestleMania pour la seconde fois de sa carrière. Et du coup, symboliquement, en fait, le match était horrible, mais dans sa symbolique, du coup, c'était un assez bon match parce qu'on était en mode Undertaker s'est fait retraiter par Roman Reigns, en fait. Et du coup, Roman Reigns, il ressort comme le gros connard qui a mis fin à la carrière d'Undertaker. Et du coup, par la suite, le round d'après, Roman Reigns, il est venu dans une pluie de huées. Je n'ai presque jamais vu ça dans le catch. Genre, tout le monde est en train de huer Roman Reigns non-stop pendant genre, je sais pas, 7 minutes comme ça. Et du coup, Roman Reigns essaie de prendre le micro pour parler et le public huait encore plus. Et Roman Reigns, il restait là, il se tenait comme ça. Il avait l'air d'une star. J'étais en mode, putain, c'est le moment parfait pour tourner Roman Reigns. Ils l'ont pas fait. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et Roman Reigns, après, il a pris le micro, il a dit This is my yard now. Et après, le public a hué. Roman Reigns est parti avec toujours les huées qu'il suivait. C'était en mode putain. Si vraiment ils avaient tourné il Roman Reigns à partir de ce moment-là, ça aurait été parfait. Et en vrai, pour être honnête, je suis même pas énervé contre le fait qu'ils ont pas tourné il Roman Reigns parce que ça a donné une dynamique très intéressante en fait. Parce que par la suite, Roman Reigns il va être en feud avec John Cena dans l'année 2017 et ça va nous mener à une promo dont je vais parler par la suite après. Ah oui, et du coup, Undertaker, hein, il met pas fin à sa carrière, hein. Ce qui rend
Le match de WrestleMania 33, logiquement. Juste un match atroce, juste un main event atroce, donc voilà quoi. Du coup, par la suite, suite à WrestleMania 34, il y avait du coup le shake-up ou la draft, bref, c'est un des deux, bref. Il y avait ça après WrestleMania. Et vu que les brand splits étaient exclusifs, en fait, ça rendait tout ça impactant, en fait, parce que t'allais plus les voir dans l'autre show, mais t'allais les voir à Raw, par exemple, à SmackDown, par exemple. Donc si tu voulais voir The Miz, par exemple, vu qu'il était champion à SmackDown, ben ils ont drafté lui et le championnat intercontinental à Raw. Et du coup, tu étais obligé de regarder Raw, si tu voulais voir le Miz. Si tu voulais regarder, je sais pas, Chris Jericho, mais t'étais obligé de regarder SmackDown, parce qu'il avait été drafté de Raw à SmackDown. Si je me trompe pas, le Raw après WrestleMania, c'est aussi le moment où Kurt Angle il avait été annoncé en tant que le nouveau général manager de Raw. Et Kurt Angle en général manager, c'était excellent. Ça montre juste à quel point Kurt Angle c'est l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Le gars il sait littéralement tout faire quoi. Tout. Et je me rappelle aussi à Raw où il y avait ce truc d'amitié avec Sasha Banks et Bayley. Ouais, il y en avait aussi en 2017 malheureusement. Il y avait ce truc de l'amitié avec Sasha Banks et Bayley, elles se disputaient en mode... Ouais, c'était des trucs de gamine comme ça. Et genre, il y avait un segment dans le ring où elles étaient en train de se disputer. Puis après, Alexa Bliss, qui avait été draftée de SmackDown à Raw, a fait son entrée, le public a popé d'un coup. Et Alexa Bliss a procédé en prenant le micro et en enterrant juste Bayley et Sasha Banks en disant littéralement que personne n'en a à foutre de leur amitié, quoi. Et c'était parfait, en fait. Parce que genre, juste, Alexa Bliss avait été introduite comme la star qu'elle était clairement, en fait. Elle était meilleure que Bayley et Sasha Banks. Clairement. Oh, elle est pas bonne dans le ring, qui en a à foutre. Elle est plus divertissante que les deux et ça suffit largement, quoi. Sacha Banks et Bayley peuvent faire le match de TakeOver de 2015 tant qu'elles veulent. Mais si leur meilleur acting, leur meilleur value en entertainment, c'est juste agir comme des gamines de 12 ans, bah alors j'en ai rien à foutre en fait. Tout simplement. Donc du coup, Alexa Bliss a enterré Bayley et Sasha Banks au micro. Puis après, dans le pay-per-view qui a suivi à Payback, Alexa Bliss, elle bat Bayley pour le titre. Directement, genre ils ont même pas perdu de temps, c'était parfait. Et aussi à Payback, il y avait des matchs aléatoires, franchement. Le seul match qui vaut la peine d'être mentionné, c'est le rematch entre Orton et Bray Wyatt dans un House of Horror match. C'est un match cinématique bizarre, bref. Et il y avait aussi Braun Strowman qui bat Roman Reigns, clean cette fois-ci. Et c'était en plein pendant la feud entre Braun Strowman et Roman Reigns. Et la feud Braun Strowman et Roman Reigns, cette feud elle était incroyable, putain. C'était Braun Strowman en fait qui essayait de tuer Roman Reigns chaque semaine en fait. Genre Braun Strowman il passait Roman Reigns à travers des tables, il jetait des chaises en acier, il jetait des chaises de commentateurs, il le passait à travers une table d'annonceurs, il jetait Roman Reigns de son brancard quand il était transporté à l'ambulance. Bref, Braun Strowman sa mission c'était de tuer Roman Reigns en fait littéralement. Et genre le public à chaque fois acclamait Braun Strowman parce que Roman Reigns, il se faisait... Mais il était détesté par tout le monde, en fait, parce que, oh, il était pushé de manière abusée, bref. Et à ce moment-là, Braun Strowman, c'était le pic de sa carrière, hein, quand il était en feud avec Roman Reigns. Puis après, c'est descendu d'un coup quand il a eu son match contre Brock Lesnar à No Mercy. On y revient aussi. Et du coup, à SmackDown, à ce moment-là, t'avais aussi la feud entre le New Day et les Usos. Et ça, c'était quand même une série de matchs qui étaient quand même excellents à chaque fois, quoi. D'ailleurs, notamment, mon préféré, c'est bien sûr le Hell in a Cell qu'il y a eu entre les deux équipes, où ils ont utilisé des kendo sticks pour littéralement créer des cages. Ce match était une dinguerie, quand même, hein. À SmackDown aussi, il y avait un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Randy Orton pour Backlash. Et genre, en fait, il y avait tous ces jobbers comme ça, tous ces mid-carders qui étaient dans ce match. Il y avait genre Sami Zayn, il y avait Heath Slater comme ça, il y avait plein de jobbers comme ça. Il y avait aussi Jinder Mahal. Et j'étais en mode... c'est intriguant, putain, qui va gagner ce match? Et du coup, ils ont fait gagner Jinder Mahal, qui à ce moment-là était revenu... d'après s'être fait virer par la WWE une première fois.
Et du coup, quand il est revenu, en fait, il était dans une shape monstrueuse. Genre, le gars, il avait legit l'apparence d'un main eventer. Et j'étais en mode, dans ma tête, imagine si Jinder Mahal bat Randy Orton. Parce que Randy Orton, à ce moment-là, son règne de champion de WWE, c'était ennuyant à mourir. Donc c'était vite devenu chiant avec Orton en tant que champion de la WWE. Donc j'avais quand même cette petite idée en tête qui me disait, ne serait-ce pas une mauvaise idée de mettre en avant Jinder Mahal? Donc par la suite, à Backlash 2017, quand Mahal a battu Orton pour le championnat de la WWE, il y avait tout le monde qui était en mode choqué, en mode pure décision de la WWE. Comment ils ont pu faire ça? Oh, Jinder Mahal, c'était un jobber il y a quelques jours et maintenant il est champion de la WWE. Et je suis en mode, il y a quand même une inconsistance par rapport à ça, faut le dire quand même. Mais à un moment, regarde-le. Regarde Jinder Mahal. À quel moment c'est pas crédible que ce type peut tabasser Randy Orton dans un shoot fight? Donc c'était une victoire inconsistante, certes, parce que Jinder Mahal était booké un peu comme un jobber juste avant, mais pas tellement que ça, parce que Jinder Mahal, en fait, il était bâti comme un putain de tank après être revenu en 2016. Et le run de Jinder Mahal en tant que champion de la WWE, à mon propre opinion, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo si je me trompe pas, en tout cas c'était un bon run à mon propre opinion. Il avait une toute nouvelle présentation, il était venu avec les Singh Brothers, comme ça qu'il l'aidait un peu dans certains matchs, malgré le fait qu'il gagnait des fois de ses propres capacités. Et du coup il jouait le heel étranger, comme un peu à l'époque de la Golden Era, où t'avais des heels étrangers comme The Iron Sheik. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Mais en tout cas, il jouait à peu près ce rôle. Et il justifiait en fait le fait qu'il n'a pas été à cette position par rapport à ses origines. Et du coup, qu'il était retenu en otage de ses capacités par la WWE. Et c'était vraiment bien expliqué dans le booking, quoi. Donc pour moi, Jinder Mahal, il remplissait très bien la position du heel dominant à SmackDown. Vu que déjà, il était quand même, je trouve, très sous-coté au micro, parce qu'il claquait des excellentes promos, hein. Et il arrivait à garder de la hit, hein. C'était pas de la go-home hit, comme les gens pourraient le penser, hein. C'est que les gens d'internet qui pensent que c'était de la go-home hit, en mode casse-toi de là. Parce que le seul truc dont tu peux reprocher Jinder Mahal, c'est d'être un peu green dans le ring. Et encore, c'était même pas si atroce que ça, quoi. Genre, ça allait. Et en plus de ça, le fait qu'il soit mauvais dans le ring, c'est pas le plus important. Le fait que son personnage connecte avec le public, c'est ce qui importe, parce qu'il remplissait très bien son rôle en tant qu'heel. Donc voilà. Ça c'est pour taire un peu les gens qui disent que Jinder Mahal, son run, il était horrible parce que il a eu de très mauvais matchs avec Shinsuke Nakamura. Mais regarde Shinsuke Nakamura. Je pense clairement que le Shinsuke Nakamura aussi, il est surcoté en fait. Parce que Shinsuke Nakamura, en fait, à part faire des kicks et essayer de blesser John Cena en faisant sa back suplex qui a failli casser la nuque pour être challenger numéro 1 au titre de Jinder Mahal, mais ça a mené à rien de plus haut, hein, à la WWE. Du coup, Jinder Mahal, son run, pour moi, il est validé, quoi. C'était un bon run. Puis après, je voudrais aussi dire que SmackDown, c'était quand même moins intéressant que Raw. Mais en vrai, ça restait quand même assez divertissant. En tout cas, c'est clairement 1000 fois mieux que la merde qu'il y a maintenant, quoi. Mais je peux comprendre que les gens ont vu un peu une diminution de la qualité par rapport à 2016. Et pour être honnête, en fait, j'entends juste parler de l'année 2016, mais je l'ai pas regardé de moi-même, en vrai. Peut-être que je devrais la regarder de moi-même, et ça se trouve, en fait, c'est juste un truc surhypé par juste les nerds d'internet. Parce qu'il y avait Sami Zayn et Kevin Owens qui donnaient le meilleur match de la soirée à Battleground. Donc bref. Du coup, du côté de Raw, par la suite, il y aura le pay-per-view Extreme Rule, qui sera exclusif à Raw. Et dans ce pay-per-view, en fait, le main event, en fait, c'était un Fatal 5-Way entre Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt, Roman Reigns. Et le gagnant du match, il était challenger numéro 1 face à Brock Lesnar dans le prochain pay-per-view qui suit. En fait, Brock Lesnar n'était même pas venu dans le pay-per-view pour défendre son titre. Il y avait un match qui était fait pour savoir qui allait affronter Brock Lesnar dans le prochain pay-per-view, en fait. Et ça mettait, en fait, de l'intrigue encore plus à Brock Lesnar, parce que le personnage entier de Brock Lesnar, en fait, c'est qu'il était un trop gros deal pour venir dans chaque show, en fait. Et genre, les gens devaient se battre pour avoir la value d'avoir un match contre Brock Lesnar. Ça me rappelle un peu la manière dont Roman Reigns était booké dans son règne pour le championnat universel par après. Et c'était fait
d'une meilleure manière, à mon propre opinion. Parce que Brock Lesnar, déjà, c'est un monstre comparé à Roman Reigns. Donc cette aura de type imprenable et imbattable le fitait beaucoup mieux par rapport à Roman Reigns. Mais par contre, à un moment, c'est devenu un peu chiant parce que vers la route de WrestleMania 34, il y avait Brock Lesnar qui commençait à exprimer de plus en plus le fait qu'il n'avait plus rien à foutre de la WWE. Bref, voilà quoi. Mais voilà, c'est pas le sujet, ça c'est 2018. Et on revient en 2017. Extreme Rule 2017. Et du coup, le match, le Fatal 5-Way, le main event, c'est Samoa Joe qui l'avait gagné. Ça a mené à ce match Great Balls of Fire. Il y a eu un pay-per-view comme ça à la WWE, oui. Great Balls of Fire. Deux incroyables boules de feu. Ah, mais d'abord, avant de parler de Great Balls of Fire et de ce match, à Extreme Rule, il y avait le Candlestick on a Pole match entre Alexa Bliss et Bayley. Ce match était incroyable, hein, franchement. Déjà, au tout début, dans le build-up à Raw, il y avait, le segment atroce de This Is Your Life, Bayley, bref. Ce segment était atroce. Mais en tout cas, la storyline et l'idée du match, en fait, elle était que Bayley, elle avait peur d'utiliser un candlestick pour frapper la moindre personne, même Alexa Bliss. Et du coup, Alexa Bliss voulait forcer Bayley à man up. Je sais pas comment on le dit en français, mais bref, voilà. De montrer plus de, je sais pas, bref, l'énerver quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu le segment This Is Your Life, Bayley. Segment qui était atroce. Bon, après, l'idée du segment était quand même mauvaise. Donc, on peut pas vraiment blâmer Alexa Bliss par rapport à sa performance dans le segment, vu qu'elle a fait son job. C'est juste l'idée qui était horrible, mais bref. Et du coup, le match d'Extreme Rule, Bayley, elle avait réussi à prendre le candlestick en premier. Mais au moment où elle voulait attaquer Alexa Bliss, elle a commencé à hésiter. Et du coup, Alexa Bliss, à ce moment-là, elle a juste profité de la situation. Elle a pris le candlestick, tabassé Bayley avec, DDT, 1, 2, 3. Et bien, c'est bon. Elle l'a battu en 5 minutes 10, quoi. Elle a littéralement juste enterré Bayley dans ce match. Et c'était parfait, en fait. Donc voilà. Il y avait aussi à Extreme Rule un match en cage entre The Bar et les Hardy Boys. Parce qu'à ce moment-là, les Hardy Boys, ils catchaient chaque pay-per-view, même chaque Raw. Genre, tu pouvais voir les Hardy Boys catcher chaque semaine à Raw. Genre, c'était incroyable, en fait. Parce qu'ils étaient pas là part-time, ils venaient pas dans chaque pay-per-view comme tu peux voir à Raw, CM Punk faire ça, ou Cody Rhodes faire ça, alors qu'aucun des deux sont au niveau de Jeff Hardy. Donc voilà, quoi. Ah oui, et avant de passer à Great Balls of Fire, il y avait le Money in the Bank qui a pris place avant. Et c'était exclusif à SmackDown. Et j'ai toujours détesté le concept de ah, le Money in the Bank, il peut être exclusif à une brand. D'ailleurs, il y avait même un moment en fait où genre le Money in the Bank était exclusif à chaque brand et du coup, il y avait deux Money in the Bank en fait. Un pour ceux de Raw et un pour ceux de SmackDown. C'était atroce. Atroce. Mauvaise idée, franchement. Mais bref, du coup, cette année, il y a le Money in the Bank féminin qui est ajouté avec 5 meufs. Et du coup, la gagnante du Money in the Bank féminin, c'était James Ellsworth, aka Carmella. Parce que James Ellsworth a gagné la mallette pour Carmella. Bon, c'était controversé à l'époque parce que, genre, le premier Money in the Bank féminin, c'est un gars qui gagne le championnat. Enfin, la mallette. Et du coup, après, ils ont fait tout un bourbier à SmackDown pour refaire le Money in the Bank. Et Carmella l'a regagné. Bref, c'était tout un bordel comme ça. Et aussi, il y avait, du coup, chez les hommes, un match Money in the Bank. Et c'est Baron Corbin qui a gagné la mallette. Très mauvaise idée. C'est un mauvais choix de gagnant. J'avais détesté à l'époque. Et je déteste encore cette idée là maintenant, que ce soit lui qui ait gagné ce Money in the Bank. Surtout que ça a mené à rien parce que il fail son cash-in contre Jinder Mahal, quoi. Donc, voilà, quoi.